Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Un podcast tourné en extérieur, comme ça vous profitez aussi des bruits d'oiseaux, des bruits d'eau. Pour vous parler d'un sujet qui mûrit depuis un bon moment, que je trouve fondamental dans les parcours d'éveil en général et particulièrement dans ce parcours de Flamme Jumelle et dont on parle encore assez peu sur les chaînes. C'est le lien entre ce qu'on appelle les neuroatypies ou les maladies génétiques auto-immunes, les maladies mentales et ce lien de flamme jumelle. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle D'une part parce que j'ai pu l'observer beaucoup chez les personnes que j'accompagne, chez moi-même, et que c'est un sujet qui me passionne depuis bien longtemps. Je suis moi-même neuroatypique, non diagnostiquée. C'est d'ailleurs un sujet qui a été évoqué il n'y a pas longtemps. Alors, mon point de vue n'engage que moi là-dessus, bien sûr. Et pour moi, l'important, quand on se reconnaît dans ces profils atypiques, ça n'est pas qu'il y ait diagnostic et que ce soit avéré ou pas, notamment je pense pour les HPI, aux fameux tests de QI. Ce qui est important pour moi là-dedans, c'est de comprendre ces mécanismes, de comprendre son fonctionnement propre, d'aller tout simplement apprendre à se connaître pour pouvoir adapter son fonctionnement, ses habitudes de vie à quelque chose qui nous correspond et par rapport au parcours, par rapport à l'autre, de savoir comment on fonctionne et de savoir comment fonctionne l'autre, ça permet d'utiliser les biais les plus adaptés pour la communication, pour le respect de l'espace de chacun et pour que chacun puisse y trouver son épanouissement. Et peu importe finalement qu'il y ait un papier qui vous atteste que vous l'êtes ou pas, à partir du moment où vous vous reconnaissez dedans et que ça vous soulage de pouvoir comprendre comment vous fonctionnez et que les adaptations que vous faites dans votre vie de tous les jours vous permettent d'être plus épanoui, pour moi le but est atteint. Encore une fois, cet avis n'engage que moi. Alors, je vais commencer par vous parler dans un premier temps de la neuroatypie. La neuroatypie, ça comprend les profils HPI, au potentiel intellectuel, qu'on peut appeler également zèbres ou anciennement les surdoués. Ça comprend également le profil HPE, au potentiel émotionnel, alias l'hypersensibilité, le TDAH, donc le trouble et déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et le TSA, le trouble du spectre autistique. Alors, quand c'est plutôt intégré dans la société, on va plutôt parler de la forme d'autisme Asperger, mais ça peut être aussi des formes d'autisme plus sévères. De ce que j'ai pu observer, toutes les personnes qui sont en parcours d'éveil, et encore plus particulièrement les flammes jumelles que j'ai rencontrées dans mon entourage, donc encore une fois ce que je vous dis c'est une observation, je n'ai pas de chiffres concrets pour l'affirmer, sont neuroatypiques. Pourquoi ? Parce que dans ces neuroatypies, le cerveau ne fonctionne pas tout à fait pareil. Il est simplement câblé différemment. Ça n'est ni mieux ni moins bien qu'un neurotypique. On n'est pas là pour comparer. Un neurotypique, lui, va utiliser la plupart du temps son cerveau gauche, qui est le cerveau de la rationalité, de la logique, de la connaissance, qui va vous permettre de trier, d'analyser, de calibrer les informations et de les ranger. Un neurotypique va utiliser 70% du temps ce cerveau gauche et 30% du temps le cerveau droit, qui est lui le cerveau des émotions, de la créativité, des intuitions, tout ce qui se rapporte à l'invisible. Donc la pensée d'un neurotypique va être plutôt linéaire, c'est-à-dire que il va y avoir une idée, puis une autre idée, puis une autre idée, et ça va se suivre selon un ordre. Quelqu'un qui fonctionne
de manière neuroatypique, a un fonctionnement du cerveau droit plus fort que celui du cerveau gauche. Au moins à 50-50, voire parfois plus, ça dépend des profils. Il n'y a rien de plus différent d'un neuroatypique qu'un autre neuroatypique. Et donc, ça génère, au lieu d'une pensée linéaire, ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Vous imaginez un arbre et en fait, il y a plein de branches et donc il y a une pensée et cette idée va faire penser à une autre idée qui va faire penser à une autre idée, puis on va revenir sur la première idée et on va repartir sur une autre idée et revenir sur la deuxième. Et tout va pouvoir être traité en même temps, mais pas de la manière linéaire dont va traiter un neurotypique. Si c'est accompagné et structuré, cette pensée en arborescence peut être un formidable outil de créativité et permettre d'avoir un côté un peu visionnaire et de voir des choses que les autres ne voient pas nécessairement. Si c'est pas structuré, à l'inverse, ça peut être je commence plein de projets et j'abandonne tout en cours de route. Donc c'est important de pouvoir l'accompagner là-dessus. L'hypersensibilité, c'est à nouveau ce cerveau droit qui est très développé en lien avec le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Et donc une très forte tendance à avoir des émotions exacerbées, des sens exacerbés, que ce soit l'ouïe avec une hyperacousie, être très sensible au bruit, la vue, avoir besoin de mettre des lunettes de soleil dès qu'il y a le moindre rayon de soleil ou de la luminosité, avoir facilement des migraines ophtalmiques, le toucher, ne pas supporter un pull qui gratte, être très sensible dès que quelqu'un nous met la main sur l'épaule et on sursaute très fort, par exemple. Le goût, les odeurs, ne pas supporter de passer à côté d'une poubelle qui sent un petit peu fort et être au bord du malaise. Le TSA, donc le trouble du spectre autistique, on va être, alors encore une fois, là je vais faire des grosses généralités parce que c'est pas en un podcast de 20 ou 25 minutes que je pourrais tout décrire. Il va y avoir des attitudes de l'hypersensibilité, des attitudes du HPI et puis aussi une difficulté par rapport aux autres, un grand besoin de repères, de sécurité, par exemple dans des lieux, plus facile dans des lieux qu'on connaît, un besoin d'habitude, un grand besoin de solitude, de se retrouver seul avec soi-même très souvent. Des centres d'intérêt qui vont paraître parfois décalés par rapport aux autres, mais quand on est passionné par ça, eh bien, on est capable d'y passer des heures et des heures. Le TDA, lui, ça va être une difficulté s'il y a hyperactivité, eh bien, à rester en place, à rester assis sur sa chaise. Et puis une attention très fluctuante. C'est la pensée en arborescence, mais avec une hyperactivité, ça va encore plus vite et c'est très difficile de se focaliser sur une chose à la fois. Ce qui est assez délicat pour se gérer dans la vie de tous les jours. Je rajouterai à ces profils de neuroatypie parfois des profils qu'on qualifie de maladie mentale type la schizophrénie, le fait d'avoir l'impression d'avoir plusieurs personnages dans sa tête, ou la bipolarité, le fameux Dr Jekyll et Mr Hyde, où on alterne entre des phases qu'on appelle maniaques, où on est très bien mais vraiment en hyperactivité, ou des phases dépressives avec potentiellement des tendances suicidaires. Tous ces profils-là, pourquoi est-ce que j'en parle dans l'éveil? Parce que ce câblage différent du cerveau, eh bien, il nous permet la connexion à l'invisible, cette conscience interne qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'on appelle chacun comme ça nous parle, la source, l'univers, on lui donne le nom d'une divinité, de Jésus, de Marie, peu importe. Ce sont des gens qui sont facilement câblés pour avoir des capacités énergétiques, du magnétisme, de pouvoir être canal guérisseur, d'avoir de la médiumnité, du contact avec les défunts, de la clairvoyance, des informations
et d'être connecté avec des univers parallèles, les annales akashiques, les vies antérieures, etc. Et en fait, dans les formes les plus marquées finalement de ces neuroatypies, il y a une grande difficulté à s'incarner dans un seul monde à la fois. C'est-à-dire, on parle facilement de refus d'incarnation dans ces parcours liés à la blessure de rejet, mais pas que. Tous les neuroatypiques qui sont là se posent à un moment la question de mais est-ce que je ne me suis pas planté de monde, est-ce que je ne me suis pas planté d'époque? Et en fait, c'est parce qu'ils sont connectés à bien plus grand que ça, aux vies antérieures, potentiellement, si on y croit, à d'autres mondes parallèles ou à d'autres galaxies, et qu'ils perçoivent, sans forcément pouvoir mettre un mot dessus, toutes ces réalités, et c'est comme s'ils vivaient dans plusieurs réalités à la fois. Et ça se voit très bien chez les schizophrènes et ces différents personnages, en fait, c'est exactement ça. Donc tout l'enjeu de ces neuroatypies va être de réussir à s'ancrer ici et maintenant et d'incarner pleinement la personne qu'on est dans cette vie-ci. Dans le parcours de flammes jumelles, pourquoi c'est important d'avoir conscience de ça? Parce que très souvent, vous et votre autre, vous êtes deux atypiques. Sauf que c'est pas forcément toujours la même atypie. On a déjà, dans ce parcours, des difficultés à communiquer et à se comprendre de par les éducations qui ont été différentes, de par les blessures qu'on porte et les dysfonctionnements, les masques qu'on a. Mais quand il y a des neuroatypies, on a ça qui vient se rajouter. Et c'est pour ça que je vous en parle un peu ici, parce que ça provoque encore plus évidemment de difficultés à se comprendre. Et apprendre à se comprendre soi-même et à se connaître soi-même dans sa neuroatypie, ça permet de pouvoir distinguer ce qui est inhérent, intrinsèque à nous, qui fait partie de notre mode de fonctionnement, qu'on ne changera pas et qu'on a besoin d'accepter de nous-mêmes, par exemple le besoin d'introversion, et ce qui relève des blessures et qui donc est évolutif et qu'on va pouvoir libérer et changer. Et c'est pareil chez l'autre. Et ça permet, cette compréhension, de pouvoir aller vers l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tout ce que vous ne comprenez pas chez l'autre et les difficultés ne relèvent pas que des blessures. Et donc il y a des choses que vous verrez changer chez l'autre quand il va faire son travail, mais d'autres que vous ne verrez pas changer parce que ça fait partie de lui. Et le fait de comprendre et d'accepter ça, permet de pouvoir comprendre de quel espace l'autre a besoin, de quel espace vous avez besoin, sa manière de communiquer, que ce soit par des mots ou par le silence, et de pouvoir au fur et à mesure créer des ponts pour passer des opposés à la complémentarité. Si je prends un exemple par rapport à ces décalages, la difficulté de certains par rapport au regard des autres peut être due à la blessure de rejet, mais elle peut également être due aussi, par exemple, au TSA et ce besoin de sécurité intérieure et de solitude. Et comprendre ça, ça permet d'accepter les comportements de l'autre quand il va, par exemple, fermer les volets, fermer les rideaux et avoir du mal à aller à l'extérieur, alors que vous, inversement, vous avez envie tout le temps d'être dans la nature, d'être à l'extérieur et d'aller voir les autres. Sur l'hypersensibilité, quand vous avez quelqu'un, très souvent le premier cheminant, qui a besoin d'exprimer ses émotions pleinement et notamment de pleurer devant l'autre, comprendre que l'autre, à l'inverse, n'ayant pas cette hypersensibilité et en plus étant déconnecté de cette émotion, n'est pas forcément capable de le recevoir, ça permet dans un premier temps d'aller trouver d'autres espaces pour le faire, soit seul, soit avec d'autres personnes. C'est amusant parce que quand je parle du besoin de pleurer, ma fontaine se remet en route pour faire circuler l'énergie. Et dans un deuxième temps aussi, de faire un pas vers l'autre en lui disant voilà, je comprends que toi, tu as besoin d'introversion et que tu n'as pas ce besoin d'exprimer tes émotions, mais moi, de temps en temps, j'ai besoin de cet espace. Comment est-ce qu'on pourrait combiner les deux ?
et de trouver quelque chose qui convient à tous les deux. La deuxième partie que je voulais aborder dans ce podcast, c'est tout ce qui va concerner les maladies auto-immunes et les maladies génétiques, type fibromyalgie, leucémie, cancer, etc. Parce que, alors heureusement que ça ne concerne pas toutes les personnes qui sont dans le parcours, mais ça arrive assez régulièrement qu'à un moment donné, dans les parcours d'éveil et dans les parcours de flammes jumelles, on ait été confronté à ce type de maladie. Tout le travail qui est fait sur la compréhension des blessures et des mécanismes va permettre à ces maladies souvent de s'améliorer, de régresser, voire d'aller parfois à la guérison. Alors, je tiens à mettre un gros attention quand même, ce que je suis en train de raconter ne remplace pas ni un avis médical ni un suivi médical. Et c'est le cas aussi pour la schizophrénie et la bipolarité. C'est-à-dire que tout le travail va contribuer à améliorer, comme la médecine alternative, comme peut le faire la naturopathie, le soin énergétique, mais ça ne remplace pas, ça va en complémentarité de la médecine traditionnelle. La maladie, quelque chose qu'on a du mal à dire. Quand le mental a des difficultés à dire les choses, c'est le corps et les émotions qui prennent le relais. Ça veut dire que s'il y a maladie, le corps a quelque chose à nous apprendre. Alors on peut regarder l'endroit ou les endroits où sont focalisées la maladie. Ça va déjà nous apprendre pas mal de choses. Une maladie auto-immune, c'est de l'autodestruction interne de ses propres cellules. Ça veut dire qu'on cherche à se détruire soi-même et à disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire disparaître de nous? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de nous? Quelle partie? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à dire? Le fait d'être malade génère de la part des autres de l'attention, des soins et du suivi. Là, on va se référer à la blessure d'abandon. Parfois, quand la maladie pourrait s'améliorer, mais ne s'améliore pas, se poser la question de qu'est-ce que je perdrais si je n'étais plus malade et dont j'ai besoin aujourd'hui, eh bien, permet de passer un cap. Parce que très souvent, dans la blessure d'abandon, on pense qu'on ne va pas y arriver tout seul et on a besoin du regard et du soutien des autres. Si on n'est plus malade, on n'a plus besoin d'être soutenu par les autres. Et donc, pour l'inconscient, parfois, perdre cette partie-là, eh bien, fait plus peur que l'envie de guérir. Et ça passe encore au-dessus. Et le fait de le conscientiser permet à un moment donné de renverser la balance. Les maladies qui sont là depuis la naissance sont souvent liées à ce qu'on appelle le karma et les vies antérieures. Ça peut valoir le coup dans ces cas-là d'aller explorer s'il y a eu des contrats d'âme qui ont été passés et qui ont besoin d'être libérés, ou ce qui s'est passé dans la vie antérieure qui est concernée et qui fait qu'on arrive avec une maladie particulière pour pouvoir le libérer. Quand la maladie s'est manifestée à un moment donné de notre vie actuelle, c'est qu'elle a un message pour nous à ce moment-là. Et le fait de comprendre ce message va aider, en complémentarité avec le traitement, eh bien, à favoriser la compréhension et l'amélioration. Le troisième volet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait, alors c'est pas forcément des maladies, mais des syndromes par rapport à toute la sphère génitale et sexuelle. Je pense au syndrome des ovaires polykystiques par exemple, à l'endométriose, à tout ce qui va toucher l'utérus, à l'infertilité, etc. Où on est souvent sur un message du corps qui nous dit qu'il y a potentiellement eu des abus, de la violence, qu'elle soit sexuelle ou autre, une difficulté par rapport au rapport à l'autre et souvent au sexe opposé, une difficulté liée à la maternité. Et là, ça peut vraiment valoir le coup d'aller explorer, alors, dans ce qui s'est passé dans l'enfance, dans l'adolescence, mais aussi dans le transgénérationnel, parce que je pense notamment aux problèmes liés à l'infertilité
et la difficulté de maternité. Très souvent, dans nos lignées, parce que c'était tabou et parce qu'on n'en a pas conscience, il y a eu des avortements difficiles si ça remonte au début du siècle, puisque c'était pas du tout dans les mêmes conditions et que ça n'était pas autorisé. Il peut y avoir eu des fausses couches à répétition, des enfants morts-nés qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas de place dans l'arbre généalogique, des enfants illégitimes. Et tout ça, se transmet dans les gènes par l'épigénétique et donc peut venir impacter même des générations après toutes ces sphères physiques. Et il suffit de l'identifier pour pouvoir couper le lien nécessaire et libérer cela. Donc tout ce que je vous décris là, on parle bien sûr d'un travail sur soi personnel. Et l'autre dans tout ça, et le lien flamme jumelle dans tout ça, l'autre est simplement généralement le révélateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'instigateur du mal-être ou de la maladie ou de la difficulté, mais comme il est là pour venir appuyer sur tous les boutons, il appuie pile là où il y a quelque chose à regarder, et donc les émotions se réveillent de manière décuplée. Parfois la maladie fait irruption ou refait irruption. Mais c'est important de prendre conscience que l'autre n'est que le redéclencheur et non pas la cause. D'une part, parce que souvent on est en colère contre l'autre quand il vient nous renvoyer tout ça. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec son comportement et c'est tout à fait ok. Et s'il y a de la colère dans un premier temps, c'est tout à fait ok. Par contre, la cause de cette colère, ça n'appartient pas à l'autre. Ça vous appartient. Et c'est à vous d'aller regarder ce qu'il y a en dessous et à le régler vous-même en travaillant sur vous. Et vraiment, dans ces cas-là, dans le cas de maladie ou de difficulté d'acceptation de sa neuroatypie, je vous invite vraiment à vous faire accompagner là-dessus parce que c'est très difficile dans un premier temps de le faire soi-même. Et j'ai été ravie, moi, dans mon parcours, de rencontrer des gens qui m'ont permis d'accepter mes différences et de les comprendre. C'est pour ça que j'accompagne dans un premier temps la neuroatypie et que ça m'a amené naturellement au parcours de flamme jumelle, mais c'était vraiment important. Et très souvent, ce travail sur soi-même, vous entendez bien que ce sont des enjeux assez lourds, que ce sont souvent les blessures les plus difficiles, les plus souffrantes. Ce travail-là se fait souvent dans les périodes de séparation ou d'éloignement. Parce que dans certains cas, et notamment dans les parcours plus récents, il n'y a pas toujours séparation radicale avec silence radio, etc. Ça peut être simplement des moments d'aller-retour où on s'éloigne, où on revient. Mais l'autre n'étant pas responsable de ça, il n'a pas non plus à subir les réactions démesurées. Et quand on réagit de manière démesurée parce qu'on ne peut pas faire autrement à ce moment-là, et encore une fois, c'est tout à fait ok, il s'éloigne. Et en fait, le message de son éloignement, au-delà des comportements dysfonctionnels, si on regarde vraiment les couches en dessous, c'est ça, ce n'est pas à moi de le régler pour toi. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de souffrant, mais tu as besoin de t'en occuper. Comme moi, j'ai besoin de m'occuper des choses souffrantes pour lesquelles j'ai des réactions dysfonctionnelles. Et je pourrai le faire quand toi, tu t'en seras occupé. Voilà pour ce podcast. J'espère avoir été la plus claire possible sur ce sujet qui est à la fois passionnant mais aussi très complexe. Si vous voulez quelques clés supplémentaires sur les neuroatypies et notamment sur le HPI, je vous invite à aller consulter ma deuxième chaîne YouTube, LS Coaching, où vous allez pouvoir retrouver quelques podcasts que j'avais faits par rapport notamment au profil HPI et hypersensible, avec une explication des différents comportements et puis certaines habitudes ou quelques petits tips, quelques conseils à adopter dans ces cas-là. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça résonne pour vous. Si vous en ressentez le besoin, d'aller consulter en barre de description les accompagnements que je peux vous proposer pour vous aider à vous accepter dans cette différence. Je vous souhaite
plein de belles choses, dans l'acceptation de qui vous êtes, parce que ces neuroatypies sont des outils merveilleux de potentiel, de possibilités, et quand ils sont apprivoisés, eh bien c'est vraiment une force, et c'est ce qui fait pleinement qui vous êtes, et dans toute votre lumière et dans toute votre beauté. Et j'avais vraiment envie de finir là-dessus. Parce que non, les neuroatypies ne sont pas une tare, elles sont parfois le plus beau cadeau qu'on ait pu vous faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.